Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, nous reviendrons sur les institutions européennes qui veulent augmenter les futurs budgets de Bruxelles et mettre en place des taxes à l'échelle européenne pour le financer. Nous reviendrons ensuite sur le déplacement du président Macron en Chine entre nécessité commerciale et aveu de déclassement. Et enfin, une page Amérique avec un retour sur les tensions entre Washington et Caracas. Bruxelles devient chaque jour un ogre à l'appétit toujours grandissant et insatiable. Au projet initial de 2000 milliards d'euros pour le prochain budget, le Parlement européen veut rajouter encore près de 200 milliards. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Un pognon de dingue, pour paraphraser Emmanuel Macron. Voilà comment on pourrait qualifier le prochain budget de l'Union européenne pour la période 2028-2034, actuellement en négociation. D'un montant initial totalement inédit de 2000 milliards, le Parlement européen négocie ardemment avec la Commission européenne et demande une augmentation de 10% de ce budget pour l'augmenter donc de 170 milliards. Si ces chiffres semblent abstraits, la comparaison avec les budgets précédents donne une idée des enjeux. Ces budgets, établis pour une période de 7 ans, s'établissaient à un peu moins de 1000 milliards pour 7 ans, entre 2000 et 2020. Et profitant du prétexte d'une crise, une accélération soudaine a été mise en œuvre après 2020. Pour la période 2021-2027, le budget européen a soudainement doublé, avec un budget de base de 1200 milliards et un plan de relance Covid de 800 milliards d'euros. Et désormais, pour la prochaine période septennale, le budget européen normal devrait donc s'établir aux alentours de 2000 à 2200 milliards. Ce n'est qu'une augmentation modeste pour la période précédente, mais cela signifie en réalité la pérennisation du budget de crise qui était censé être exceptionnel et unique en son genre. Toutes ces sommes ne prennent évidemment pas en compte les emprunts bonus qui ont été réalisés pour l'Ukraine et dont les montants commencent à dépasser la centaine de milliards. Emprunts qu'il faudra bien évidemment rembourser. Le prochain budget de l'Union européenne de 2000 milliards comprend d'ailleurs près de 170 milliards pour le début du remboursement du prêt de relance Covid. Et tout ceci concourt à la constitution de fait, en dehors de ce qui était initialement prévu par les traités, d'un État européen, puisque désormais l'Union européenne emprunte de l'argent au nom de l'entité européenne, voit la présidente de la Commission européenne négocier seule et sans mandat des achats de vaccins ou des accords commerciaux avec Donald Trump au nom de cette collectivité et prélève de plus en plus d'impôts à l'échelle européenne. En effet, l'argent européen, tout européen et supranational soit-il, n'est hélas pas magique et nécessite donc d'être prélevé quelque part. Les contributions directes des États membres de l'Union européenne étant difficiles à faire encore augmenter, ce sont donc des impôts nouveaux reversés directement dans la caisse européenne qui sont créés. C'est ainsi que pour financer son augmentation prévue de 10% du budget proposé initialement par la Commission européenne, le Parlement européen suggère la mise en place d'une taxe sur les services numériques.
Par ailleurs, des taxes sur le tabac et des taxes dites vertes sont envisagées pour le financement de ce budget. L'idée de taxation des grandes sociétés faisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an est pour le moment écartée. Et cette augmentation démentielle du budget européen s'accompagne d'une augmentation des mécanismes de contrôle politique des États membres. En 2020, Bruxelles a inventé le principe de la conditionnalité des versements au respect de l'état de droit, ce qui a permis de façon arbitraire de priver les gouvernements conservateurs hongrois et polonais d'une partie des fonds européens. Pour la prochaine période, les versements seront conditionnés au fait de réaliser des réformes économiques, le tout contrôlé par les fonctionnaires de la Commission européenne. En clair, un État membre qui, par exemple, ne ferait pas une réforme des retraites jugée nécessaire par Bruxelles pourrait se voir privé de ses fonds européens. Tel un léviathan à l'appétit insatiable, l'ogre européen aspire à engloutir toujours plus d'argent et contrôler davantage son cheptel. Mais au final, cet argent est-il bien utilisé ? Eh bien, le citoyen aura bien des raisons d'en douter, puisque même Libération nous apprend cette semaine que plus de 50 milliards de fraudes au budget européen ont été identifiées. De quoi faire passer le gouvernement ukrainien pour une bande d'amateurs en la matière. De façon concrète, les budgets européens sont distribués et saupoudrés ici et là au travers de subventions distribuées via des appels d'offres. Souvent, dans le meilleur des cas, l'argent est distribué par copinage aux amis pour financer des projets économiques divers et variés, et dans le pire des cas, il est purement et simplement dilapidé ou volé. C'est ainsi que la Pologne, après le changement de gouvernement début 2024, a soudainement eu de nouveau accès à ces fonds européens qu'il fallait distribuer en urgence. Et on a appris que cela a servi à financer des yachts, des saunas, voire même des clubs échangistes, quand ce n'était pas tout simplement distribué à des personnes privées. Le tout étant chapeauté par des fonctionnaires de la Commission européenne qui gagnent des salaires totalement indécents, détaxés de toute imposition, pendant que les contribuables se font tabasser d'impôts pour financer tout cela. En clair, au vu de son évolution gargantuesque, il semble de moins en moins sérieux de prétendre réformer le monstre bruxellois. Et il n'y aura pas d'alternative pour ceux qui ne veulent pas quitter le club. Il faudra payer, encore. Et toujours davantage. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine, probablement le dernier, est marqué par une véritable inversion des rôles entre un pays émergent devenu superpuissance et une puissance déclassée. Bonjour, Président. Bienvenue en Chine. Une arrivée de chef d'État met le poids d'un sous-préfet. Emmanuel Macron a débarqué en Chine mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Dès les premières heures passées dans l'Empire du Milieu, la réalité du rapport de force s'est imposée. Face à Xi Jinping, sûr de sa puissance et ancré dans son partenariat stratégique avec Moscou, le président français apparaît désarmé, réduit à répéter des appels à la paix déjà formulés en vain depuis 2022. Le président français a ainsi évoqué sans trop de conviction la guerre en Ukraine, exhortant son homologue chinois d'œuvrer avec la France. Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et de l'Ukraine, aux différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre. La capacité que nous avons à œuvrer ensemble est déterminante. Peine perdue dans ce dossier, Pékin a sa propre ligne et affiche une proximité assumée avec Moscou depuis le début d'une guerre qui lui permet de mettre la Russie dans une relative situation de dépendance vis-à-vis de son marché et de ses investissements et qui sert le narratif multipolaire qui envisage la fin de l'hégémonie occidentale. Emmanuel Macron a longuement plaidé pour que la Chine use de son influence afin d'inciter la Russie à un cessez-le-feu, évoquant même la nécessité d'un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures ukrainiennes. Mais Xi Jinping a rappelé avec une fermeté inhabituelle que la Chine n'a pas commencé la guerre et qu'elle, je cite, s'oppose à toutes les accusations irresponsables. Derrière la formule, un message limpide, Pékin ne bougera pas ni sur son soutien économique à Moscou, ni sur les livraisons indirectes d'équipements utilisés dans l'effort de guerre russe. Emmanuel Macron repartira donc de Chine sans la moindre concession réelle, confirmant l'impuissance européenne à infléchir la stratégie du duo sino-russe. Sur le plan économique, la France aborde la relation dans une position encore plus défavorable. Le déficit commercial français avec la Chine atteignait 47 milliards d'euros en 2024, presque multiplié par 2 en 10 ans.
Malgré les appels du président à rééquilibrer les échanges par des investissements croisés, c'est Pékin qui dicte les termes. L'industrie chinoise dispose d'une avancée écrasante dans les batteries, les véhicules électriques, le photovoltaïque ou encore les composants électroniques. L'Élysée espère attirer davantage d'investissements chinois en France, mais Pékin, conscient de sa force, privilégie la Hongrie ou l'Espagne, jugées plus compétitives et moins exigeantes en matière de transfert technologique. C'est une véritable inversion du rapport de force qui s'est opéré ici. Emmanuel Macron n'en est d'ailleurs pas le responsable puisque la tendance s'inscrit dans un cycle plus long, même si en matière de réindustrialisation, en dépit des annonces incessantes, Emmanuel Macron n'aura pas amorcé le début d'un retournement de situation. Dans ce contexte, les entreprises françaises présentes dans la délégation, de l'aéronautique au luxe en passant par l'agroalimentaire, cherchent surtout à limiter les dégâts. Les enquêtes chinoises sur le cognac, les produits laitiers ou la viande porcine restent un moyen de pression efficace pour rappeler à Paris ce déséquilibre structurel. La France, dont les exportations dépendent encore largement du marché chinois, ne dispose que de marges de manœuvre étroites, d'autant que l'Union européenne peine à définir une ligne commune face à Pékin. Cette visite en grande pompe n'aura donc pas masqué l'essentiel. La Chine avance ses intérêts avec constance et certitude, tandis que la France tente de sauver l'apparence d'un dialogue équilibré qui n'existe plus. Ni sur l'Ukraine, ni sur le commerce, ni sur la technologie, Emmanuel Macron n'a obtenu d'engagement substantiel. Le contraste entre les ambitions affichées et les résultats réels illustre plus largement le déclassement stratégique français et européen face à un pays qui est une grande puissance et qui s'envisage comme tel. La crise peut-elle empirer entre Washington et Caracas ? Donald Trump a déployé une véritable armada au large du Venezuela et a demandé à Nicolás Maduro de quitter le pouvoir, mais celui-ci ne l'entend pas ainsi. Édouard Chano. Visiblement, Nicolás Maduro a refusé l'ultimatum de Donald Trump. Le président américain et son homologue vénézuélien ont en effet échangé au téléphone la semaine passée après des semaines d'escalade et de menaces américaines. L'information a été confirmée par Trump lui-même le 30 novembre à bord d'Air Force One, sans préciser néanmoins la teneur de leur échange. Or, selon le sénateur américain Markwayne Mullin, le dirigeant vénézuélien s'est vu proposer de démissionner et de quitter immédiatement le pays pour éventuellement la Russie. Une information confirmée par le Miami Herald. Donald Trump veut donc la peau de Maduro, l'accusant d'être un narcotrafiquant et d'être complice des cartels colombiens qui inondent de stupéfiants les États-Unis. Une accusation pour le moins controversée, l'ONU ayant estimé que seuls 5% de la cocaïne colombienne transiterait par ce pays. Le président américain a amassé au large du Venezuela une véritable armada de 15 000 hommes et de 12 navires, dont le porte-avions Gerald Ford. Il a aussi donné son feu vert aux opérations clandestines de la CIA et fermé l'espace aérien au-dessus du pays dimanche. En clair, un quasi-blocus a été instauré, faisant craindre le pire. Pour Caracas, Donald Trump a lancé une guerre psychologique sur le Venezuela et cette agression en préparation vise à s'emparer de ses réserves pétrolières, les plus grandes connues au monde. Maduro a demandé dimanche à l'OPEP d'intervenir pour stopper l'offensive américaine. Pour l'heure, 20 navires ont été frappés par les forces américaines pour 83 morts recensés. Des accusations pèsent sur les opérations américaines. Le Washington Post a publié que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, aurait ordonné de tirer une seconde fois sur des naufragés. L'intéressé a dénoncé une fake news et affirmé que chaque trafiquant tué est affilié à une organisation terroriste désignée. Le président américain a brandi la menace d'une intervention au sol dans un pays plus grand que la France. Alors après les opérations maritimes, Trump fera-t-il débarquer les Marines sur les plages à quelques kilomètres de Caracas ? Si l'armée vénézuélienne semble l'ombre d'elle-même, la réalité du pays fait peser une menace d'enlisement militaire, expliquait l'ancien officier parachutiste et formateur à l'Institut Eliade, Lionel Rondouin. Il y a des régions extrêmement montagneuses, il y a de vastes plateaux couverts de forêts, c'est un pays extrêmement chaud et humide. Il y a peu de routes à l'intérieur du pays, de routes goudronnées dans la profondeur, surtout quand on va vers le Brésil. Alors il y a un Venezuela utile qui fait 700 à 800 km de long, qui va de la capitale Caracas à l'est jusqu'à la zone de Maracaibo, qui est la deuxième ville du pays, et la région où se concentrent le plus les industries pétrolières. La frontière avec la Colombie, si jamais il y a des guérillas, par exemple, dans l'ouest du pays, c'est 2200 km de long.
C'est en gros Amsterdam-Gibraltar. Bon. Je crois que vu d'ici, et même quelquefois vu du Pentagone, les gens n'ont pas assez lu les cartes, n'ont pas assez regardé à quoi ça ressemble. Donc c'est pas une partie de plaisir. Si jamais ils attaquent, ce qu'à Dieu ne plaise. Reste que le dirigeant américain a déjà ordonné des attaques aériennes pour contraindre une puissance récalcitrante, comme le rappelle le précédent iranien du printemps dernier. Et le Venezuela est déjà économiquement à genoux depuis la crise des années 2015-2017, accentuée par les sanctions américaines qui auraient déjà coûté 232 milliards de dollars au pays en 10 ans et poussé 8 millions de Vénézuéliens à s'expatrier. L'isolement risque de plonger le pays dans une nouvelle crise dans les prochaines semaines. Depuis le mois d'avril par exemple, tout pays important du pétrole vénézuélien est soumis à une taxe de 25% sur ses exportations vers les États-Unis. Au pouvoir depuis 2013 et la mort de Hugo Chavez, Nicolas Maduro a fait perdurer l'héritage du chavisme socialiste, mais aussi celui de la révolution bolivarienne, du nom du général Simón Bolívar, qui a libéré la région de l'occupation espagnole entre 1813 et 1830, un héritage anticolonial qui perdure dans les esprits, selon Lionel Rondouin. La figure de proue de l'anticolonialisme de l'Amérique du Sud et du Centre de langue espagnole est resté Simón Bolívar, qui était un chef de guerre absolument remarquable, un très grand politique, et qui a donné son nom non seulement à la monnaie du pays, le bolivar, mais aussi au bolivarisme auquel on se réfère quand on est équatorien, colombien, chilien, péruvien, argentin. On peut parler du bolivarisme et on se réclame du bolivarisme, c'est l'anticolonialisme. Et le bolivarisme est à la base des nationalismes d'Amérique de langue espagnole. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ce sont des gens extrêmement patriotes et où la notion de peuple est importante. Voilà. C'est le peuple qui s'est soulevé contre la puissance coloniale. Un pays fragile, mais des principes qui s'opposent aujourd'hui au renouveau de la doctrine Monroe. Car Donald Trump, en menaçant le Venezuela, s'inscrit dans les pas du 5e président américain qui affirmait en 1827 que l'Amérique latine était la chasse gardée de Washington. Aujourd'hui, la puissance américaine pourrait chercher à briser l'axe formé par Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Mais que se passerait-il en cas de chute de Maduro ? Hors jeu, Juan Guaidó ne dirige plus le Parlement de l'opposition en exil depuis 2023. Le candidat à l'élection présidentielle 2024, Edmundo González, âgé de 76 ans, ne fait plus guère parler de lui. L'opposante libérale Maria Corina Machado, qui devrait recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre prochain, mais qui vit en clandestinité dans son propre pays, a réitéré le 27 novembre que le temps de Maduro était fini. Elle a toutefois refusé de se prononcer sur l'interventionnisme américain, comme si elle n'y croyait guère elle-même. Passons à présent à l'actualité. En bref, en France. L'IA, un Eldorado récupéré par les crapules. L'essor de l'intelligence artificielle amplifie les arnaques en ligne qui deviennent plus convaincantes, causant des dommages aux particuliers. Selon une étude récente menée par Opinium pour Visa, les victimes d'escroqueries numériques ont perdu en moyenne 147 € chacune au cours de l'année écoulée, représentant un total de 486 millions d'euros pour le pays. Ce chiffre exclut les impacts indirects, comme la méfiance croissante des consommateurs. 14,4 millions de Français ont ainsi réduit ou arrêté leurs achats en ligne par peur des arnaques. Les plateformes de réseaux sociaux sont particulièrement infiltrées par des fraudeurs utilisant l'IA pour créer de fausses publicités ciblées. Cette tendance est amplifiée par le phishing, les messages frauduleux, les deepfakes, les trucages vidéo, rendant les escroqueries presque indétectables pour un tiers des sondés. Proxénétisme de mineurs, le problème s'amplifie. 5 hommes ont été arrêtés pour proxénétisme et placés en détention provisoire pour proxénétisme aggravé, impliquant des adolescentes de 12 à 17 ans. Les délinquants sont âgés de 19 à 27 ans et viennent des villes de Valence et Saint-Étienne. L'enquête, menée par la police judiciaire drômoise, a révélé un réseau opérant depuis au moins le début de 2025 dans plusieurs villes du sud-est, Valence, Avignon, Marseille, Saint-Étienne et Perpignan. Les victimes, au nombre de 6 identifiées, étaient des jeunes en rupture scolaire et familiale, souvent placés en foyer. Elles se prostituaient dans des hôtels et des locations Airbnb. Alertée par la mère d'une des mineures et par une dame de Crest à la suite d'une fugue, la police a centralisé les investigations pour démanteler ce groupe. 4 victimes ont été auditionnées en garde à vue, 2 en audition libre, toutes ont été libérées et remises à des structures d'accueil. Une dizaine de clients ont été identifiés dans la Drôme et seront jugés. L'origine des mises en cause n'a pas encore été révélée. Après Boualem Sansal, il reste toujours un Français dans les prisons algériennes. Mercredi, la peine de 7 ans de prison visant le journaliste sportif Christophe Glaise
a été confirmée en appel. Les tribunaux algériens l'ont jugé coupable d'apologie du terrorisme. Rappelons que Christophe Glaise, collaborateur de SoFoot et de Society, était venu en Algérie réaliser des reportages sur la jeunesse sportive de Kabylie, un club de football. Après sa condamnation en appel, l'Élysée a annoncé dans un communiqué intervenir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais, comme pour Bolem Sansel. Une nouvelle licorne dans le paysage français. La société Brevo fait maintenant partie de la trentaine d'entreprises technologiques françaises désignées comme licornes, c'est-à-dire valorisées à plus de 1 milliard d'euros. L'entreprise fondée en 2007 a annoncé jeudi une levée de fonds de 500 millions d'euros menée par les fonds américains General Atlantic et britanniques Oakley Capital, qui prennent respectivement 25% des parts de la compagnie. Brevo est une société spécialisée dans la gestion numérique de la relation client. L'actualité internationale en bref. L'Europe ouvre la porte aux semences brevetées. Innovation ou capitulation ? Bruxelles valide les nouvelles technologies génomiques ou NGT, les nouveaux OGM de catégorie 1. Ces plantes modifiées sans ADN étranger seront donc bientôt cultivées en Europe comme des variétés classiques, après un accord entre les députés européens et les 27 dans la nuit. L'objectif, une résistance accrue à la sécheresse et aux aléas climatiques. Aucun étiquetage ne sera obligatoire, ce qui inquiète les ONG écologistes. Mais le bio en a été exclu et les variétés tolérantes aux herbicides restent interdites. Les industriels et la Commission y voient un bond de compétitivité face à la Chine et aux États-Unis. Les ONG dénoncent quant à elles un cadeau aux multinationales, la fin de la traçabilité et un risque pour la biodiversité. L'Argentine négocie un prêt de 7 milliards de dollars auprès de banques privées pour affronter les échéances de remboursement de dettes en janvier. Luis Caputo, le ministre de l'économie argentine, confirme l'offre mais reste prudent. On décidera si on prend 0, 1, 2, 3 ou 4 milliards, a-t-il déclaré. Après la victoire de Milei aux législatives, Buenos Aires préfère éviter un fonds souverain avec des États et financer seul cette opération. Objectif, renforcer les réserves, stabiliser le peso et limiter la dépendance au FMI. Le gouvernement a rejeté les rumeurs d'un méga prêt initial de 20 milliards qualifié de mensonge, un pari risqué mais symbole d'indépendance pour l'exécutif libertarien. Gaza, l'ultime otage thaïlandais identifié. L'armée israélienne a confirmé mercredi que la dépouille remise par le Hamas est bien celle de Suditstak Rintalak, ouvrier agricole thaïlandais de 42 ans, enlevé le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sur le kibbutz Be'eri. Tué lors de l'assaut, il avait été déclaré mort en mai 2024. Il rejoint les 27 dépouilles déjà restituées sur 28, promises par le Hamas après le cessez-le-feu le 10 octobre. Selon un cadavre israélien subsiste désormais à Gaza, vestige d'un conflit qui a duré plus de 2 ans et coûté des milliers de vies. La famille informée prépare un rapatriement pour inhumation, tandis que Bangkok a confirmé l'identité avec émotion. Au même moment, 5 Palestiniens, dont 2 enfants, ont péri dans un raid israélien au sud de Gaza, justifié comme riposte à une embuscade ayant blessé 5 soldats près de Rafah. La Corée du Sud joue à la Suisse. Au milieu des tensions croissantes entre la Chine et le Japon, particulièrement autour de la question de Taïwan, le président sud-coréen Lee Jae-myung plaide pour une position de non-alignement de Séoul. Lors d'une conférence de presse mercredi marquant le premier anniversaire de la déclaration de la loi martiale en Corée du Sud, il a déclaré que prendre parti ne ferait qu'exacerber les conflits. Cette déclaration intervient dans un contexte de relations tendues entre Pékin et Tokyo, avec des enjeux géopolitiques majeurs impliquant Taïwan. La Corée du Sud, allié traditionnel des États-Unis et voisine des deux puissances, cherche à naviguer prudemment pour préserver sa stabilité économique et sécuritaire, évitant d'être entraîné dans un affrontement direct qui pourrait déstabiliser la péninsule. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.